Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ces 20 minutes d'information au sommaire. La rédaction de RTI2 vous offre une balade dans la Côte d'Ivoire profonde et vous conduit tout droit dans la localité de Sordi. C'est un village situé au nord de la Côte d'Ivoire sur l'axe Ouangolodougou-Pogo. Vous y découvrirez des murailles datant des années 1800. En Ukraine, un bombardement a frappé la prison d'Olenivka dans la partie du Donbass occupée par la Russie. Bilan, au moins 53 personnes tuées. Merci de suivre l'information sur RTI2. Comment repenser le devenir des enfants de la rue? La question était au centre des politiques publiques. Et le ministère en charge de la famille, de la femme et de l'enfant était à l'œuvre. Son premier responsable, Nasseneba Touré, a procédé hier au lancement de l'opération Zéro enfant dans les rues. 4 sites du district autonome d'Abidjan sont concernés par cette initiative. Clément Boko, Yacouba Koulibaly. Zone 4, commune de Marcory. Il est 3h40 du matin. Après le débriefing avec les journalistes et son équipe, Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, met le cap sur Cocody-Angré, terminus 81-82. 6 enfants endormis au coin de la rue. Après des échanges avec la ministre, ils acceptent de quitter la rue en embarquant à bord de ce minicar. La descente de la ministre est une vraie surprise pour ce groupe d'adolescents. Dans la crainte, ils s'interrogent sur leur sort. Malgré la réticence de quelques-uns, les membres de la délégation ont réussi à convaincre la troupe. Ils ont rejoint les autres gamins dans le car de transport de 22 places. Quand ils sont arrivés, ils ont rencontré des difficultés. Il y avait 7 enfants ici. Et les 7 enfants, certains, il y a 3 qui n'ont pas accepté de partir. Nous avons réussi à convaincre 2. Mais il y a le plus petit qui serait le cerveau du groupe, qui depuis 5 heures, nous sommes avec lui. C'est maintenant que nous avons réussi à le convaincre. L'opération Zéro enfant de la rue a ciblé 4 sites, dont 1 dans la commune de Marcory et 3 dans la commune de Cocody. Au lever du jour, les équipes convergent vers le quartier général, le centre de réinsertion sociale de Marcory, zone 4. C'est l'heure du bilan de l'opération. Nous avons pu dénombrer autour de 200 enfants en une nuit de maraude et nous allons continuer tout en espérant que nous aurons assez de moyens pour pouvoir nous occuper de ces enfants convenablement. Parmi eux, il y en a qui sont malades. Parmi eux, il y en a qui sont sous effet des stupéfiants. Parmi eux, il y a des filles. Vous avez vu une fille. Et nous avons tous les médecins, psychologues, psychiatres, médecins généralistes, les éducateurs spécialisés, dont c'est le métier de déceler les problèmes des enfants. Ici, les adolescents reçoivent des soins, partagent le petit déjeuner, prennent une douche avant de changer de vêtements. Ils ont eu droit aux séances d'audition pour comprendre leurs problèmes et aspirations. Tu aimerais sortir de la rue? Oui, j'aimerais sortir de la rue. Parmi eux, les adeptes du football, du basketball et du saut à la corde ne cachent pas leur satisfaction. Je suis content parce qu'ici, je prends bien soin de l'homme. J'ai aimé le centre. Vraiment, je suis du tout à l'aise. Bon, je suis parmi mes frères, parmi mes amis. Bon, c'est ce que j'aime le plus. Je souhaite qu'on m'accorde une chance parce que je vais aller à l'école pour être architecte. En tout cas, moi, j'aime. Selon Nasseneba Touré, l'opération Zéro enfant de la rue va se poursuivre pour permettre à ces enfants encore dans les rues de renouer le contact avec leur famille ou de leur donner des chances d'apprendre un métier dans un centre spécialisé pour une resocialisation de ces enfants. Restons dans l'opération Zéro enfant dans les rues pour parler cette fois de la visite de la ministre Nasseneba Touré au centre d'éducation spécialisé dans la commune de Marcory, zone 4. Elle a tenu à être proche de ses protégés. Toujours avec Clément Boko. Centre d'éducation spécialisé de Marcory, zone 4. C'est ici qu'est recasée la centaine d'enfants retirés dans les rues ce vendredi 29 juillet dernier par les équipes
du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il est un peu plus de 16 heures quand la ministre Nassineba Touré arrive sur les lieux pour s'imprégner de l'état de ses poulains. Elle est accueillie avec toute la chaleur humaine. Après l'accueil, place à un échange. Vous allez voir qu'on va trouver des bonnes solutions définitivement. Et dans quelques mois, quand les gens vont vous voir, ils ne vont pas vous reconnaître. Vous serez propre, vous serez beau. Il y aura des personnes. Surtout moi, je serai toujours là pour vous donner de l'amour. À l'issue des discussions, la ministre s'invite aux séances d'identification et d'écoute. Cet exercice mené par les maîtres d'éducation spécialisés vise à répertorier les informations substantielles sur chaque enfant. Dans l'objectif de pouvoir vraiment les suivre à la trace dans leurs différents quotidiens, savoir qui ils fréquentent, quelles sont les activités qu'ils mènent et surtout à quoi est-ce qu'ils s'adonnent étant dans cette rue-là, afin de pouvoir vraiment les sortir de là, les mettre en sécurité et leur permettre de pouvoir être l'avenir de demain. Jonas a établi domicile dans les rues depuis une dizaine d'années. Il affiche sa satisfaction d'avoir pu rejoindre ce centre d'accueil. Je suis content d'être ici. Ici, tu peux jouer comme tu veux. Ici, là, il y a tout. Il y a la nourriture, tu peux manger. Tu peux te laver chaque jour. Le phénomène des enfants de la rue occupe une place de choix dans la politique sociale du gouvernement. La première des choses qui est prévue pour ces enfants, c'est de leur donner de l'amour. C'est de trouver des solutions pour leur prise en charge psychologique, psychiatrique et physique. Donc, ce qui a été fait pour la centaine d'enfants que nous avons recueillis, la prise en charge psychologique continue. Les 37% des enfants de la rue sont de la sous-région. Nous travaillons en étroite collaboration avec les chancelleries de nos pays frères qui sont là et la majorité de ces enfants sont encadrés dans nos centres socio-éducatifs et retournés dans de meilleures conditions vers leur pays pour retrouver leur famille. Le projet Zéro enfant dans les rues poursuit son cours. Il demeure un perpétuel combat pour Nassineba Touré et son équipe. La ministre continuera d'investir les différentes communes de la capitale économique à l'effet d'extraire le maximum d'enfants dans ces zones à risque. Nous partons à présent à Diabo, dans la région du Béquet, pour parler d'agriculture. Une campagne a été lancée récemment au profit des femmes de cette localité. On en sait un peu plus avec Soro Corona. 150 hectares. Telle est la superficie cédée par la chefferie traditionnelle de Diabo et Languibounou aux 150 coopératives féminines du département de Boutro, soit 1 hectare par coopérative. Un site situé autour de la loca pour la production de maraîchers. La création de cette zone maraîchère des femmes Glo vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la cherté de la vie. L'association Diabo Ville Émergente, structure initiatrice de ce projet, lance ainsi la campagne agricole 2022-2023. Montrer la détermination des femmes à accompagner le gouvernement dans son programme de lutte contre l'inflation, la cherté de la vie et la promotion de toute la chaîne de valeur de produits maraîchers. Pour la chefferie traditionnelle de Languibounou et Diabo, céder gracieusement ces terres à ces femmes, c'est participer à l'autonomisation de la gente féminine. En accord avec les propriétaires terriens, nous avons décidé de donner ces terres à nos femmes. On sait tous, quand une femme a de l'argent, c'est toute la famille qui bénéficie. Donc, aider ces femmes à être autonomes, c'est aider tout le pays. Le parrain de cette campagne agricole, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, son représentant, le directeur général de l'OCPV, Office à la commercialisation des produits vivriers, se félicite de l'engagement des femmes à produire pour nourrir la Côte d'Ivoire. Cela va contribuer à booster le développement des cultures vivrières dans la zone de Diabo et permettre un approvisionnement de nos villes. La présidente de l'association Diabo Ville Émergente appelle le soutien de tous pour la réussite du projet. Le site est là, les ressources humaines sont là, alors nous avons besoin d'appui déjà. Un appel attendu par l'OCPV. Nous allons accompagner les femmes dans la commercialisation de leur production. Vous savez, l'État a mis à notre disposition près de 6,2 milliards pour donc construire ce qu'on appelle des sites de proximité, des marchés de proximité qui vont permettre donc de collecter cette production-là et de les acheminer sur les marchés urbains. La campagne agricole 2022-2023 des femmes Glo a pour thème une agriculture familiale vers une agriculture commerciale. Les premières récoltes de la zone maraîchère de Diabo Languibounou sont attendues pour octobre 2022.
Du sport dans ce journal, le comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire COCAN 2023 a tenu récemment à l'espace Latry I-20 dans la commune de Cocody un séminaire sur la planification de ses activités suite au report de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour les membres de ce comité de faire l'état d'avancement des préparatifs. Moyabi Diabaté, Jean-Sylvain Rissot. L'impact du report de la CAN sur la planification des activités du COCAN 2023. C'est le thème autour duquel s'est tenue la deuxième session plénière du comité d'organisation de la CAN 2023. Au terme des travaux, Mme Maleka Mourada Kondé a livré le rapport de synthèse et les différentes recommandations. Prendre les dispositions nécessaires pour signer l'accord cadre avec la CAF à les meilleurs délais. Signer des conventions pour la gestion des cités CAN et des hôtels. Accélérer le processus de désignation officielle du RTDH. Travailler en étroite collaboration avec la sécurité et le ministère des Transports pour la fluidité et la sécurisation des transports. Lancer au plus tôt les appels d'offres pour la mascotte et valider la date et le lieu de la cérémonie du tirage au sort. Le patron de l'institution a d'abord adressé des mots de félicitations aux membres de son équipe pour le travail abattu, avant d'inciter chacun d'eux à garder le cap pour la réussite totale de cette grande messe du football africain. La mission qui est la nôtre, à l'instar des grands défis historiques, va nous demander beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement et de sacrifice pour atteindre les résultats. Nous y parviendrons dans l'union, la cohésion et la solidarité avec une fixation sur le résultat final. Travaillons chaque jour un peu plus, repoussons nos limites et restons concentrés sur notre mission. À 18 mois du coup d'envoi, le président Albert François Amicha et ses collaborateurs ont l'ambition d'offrir à l'Afrique la plus belle édition de l'histoire de la CAN de football. Ouvrons la page de l'international à présent. Je ne crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage qu'auparavant. Je crois qu'à mon âge et avec ses limites, je dois me ménager pour pouvoir servir l'Église. Ces propos sont du souverain pontife, le pape François, âgé de 85 ans. Ces informations font suite à une conférence de presse qui s'est tenue dans la nuit d'hier à aujourd'hui à bord d'un avion le ramenant de son voyage au Canada. La variole de singe occasionne des pertes en vie humaine. L'Espagne a recensé aujourd'hui son deuxième décès et ce au lendemain de l'annonce du premier décès dans le pays. Il s'agit de 2 hommes jeunes, a expliqué le ministère de la Santé. Il est le 3e pays touché hors d'Afrique en quelques jours. Les autorités scientifiques s'interrogent toujours sur les causes réelles de ces morts. Le Brésil avait annoncé hier un décès sans toutefois savoir si le virus est bien à l'origine. Au total, en comptant cette nouvelle annonce de Madrid, 8 décès ont été enregistrés dans le monde depuis le mois de mai. Les 5 premiers ayant été signalés en Afrique, où la maladie est endémique et a été détectée pour la première fois chez l'homme en 1970. En Irak à présent, des milliers de partisans du leader politique chiite Moqtada Sadr ont envahi aujourd'hui une nouvelle fois, en l'espace d'une semaine, le Parlement irakien. Ils occupent l'hémicycle jusqu'à nouvel ordre. L'impasse politique est totale dans le pays, dans l'attente de la nomination d'un nouveau président et d'un premier ministre 10 mois après les législatives d'octobre 2021. Les manifestants rejettent la candidature au poste de premier ministre de Mohammad Shia al-Soudani, jugé proche de l'ancien chef du gouvernement Nouri al-Maliki, ennemi historique de Moqtada Sadr. En Ukraine, un bombardement a frappé la prison d'Olenivka dans la partie du Donbass occupée par la Russie. Cette prison avait en son sein des détenus de guerre ukrainiens ayant défendu l'usine Azovstal de Mariupol. Au moins 53 d'entre eux ont été tués. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié les faits de crimes de guerre russes, tandis que Moscou accuse l'Ukraine. Allons à présent à la découverte des richesses de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et c'est dans l'escale 225. L'escale de ce soir nous conduit dans le fin fond du pays, au nord de la Côte d'Ivoire. Destination, Sordi, village situé sur l'axe Ouangolodougou-Pogo. Là-bas, vous y trouverez des murailles qui datent des années 1800. Si elles servaient autrefois de lieu de cachette aux populations, aujourd'hui, elles font la fierté de la région du Tchologo.
Notre équipe de reportage, conduite par Georgette Fofana et Kader Bachi, a effectué le déplacement. Gros plan sur ces joyaux architecturaux. Sordi, village situé dans la sous-préfecture de Diawala sur l'axe Wangolo-Pogo, au nord de la Côte d'Ivoire, dispose d'un riche patrimoine immatériel encore méconnu du grand public. Il s'agit des murailles séculaires des Tchébara, un sous-groupe sénoufo venu de Congo pendant l'invasion de Samori Touré. Si elles servaient autrefois de lieu de cachette aux Tchébara contre le puissant combattant guinéen, ces murailles sont aujourd'hui considérées comme un riche patrimoine par les Tchébara. Nous sommes au pied des murailles de Sordi. Alors, en ce moment, autour de 1710-1711, l'Interland ivoirien était marqué de beaucoup de conflits, de guerres entre les peuples. Les vieux qui ont donc installé la localité de Sordi avaient trouvé l'ingénieuse idée de construire des murailles pour protéger le village. Donc, à ce titre, ils ont donc clôturé le village avec ces murailles. Vous voyez là, ici par exemple représente le deuxième rempart. Il y avait 3 remparts. Le premier rempart, ça faisait la clôture de la chefferie traditionnelle, le chef du village, sa famille, ses femmes, ses enfants, ils étaient dans cette clôture. Et la deuxième clôture où nous sommes en ce moment, ça entourait le village Sordi. Ces murailles, construites vers 1800, constituent un lieu historique hautement spirituel. Elles seraient faites à base d'un mélange d'argile et de sang humain. Les murailles sont construites avec des pierres, naturellement, que vous voyez encore. En plus de ces pierres-là, on prenait de l'argile. L'argile était malaxée avec des tiges d'herbe. Le tout mélangé par le fruit d'un arbre qu'on appelait le lokoum. Ça rentre dans le durcissement du sol, qu'on mélangeait de ça. Mais ce sont les esclaves qui faisaient les manœuvres la nuit. Donc à ce titre, quand il y a un esclave, par exemple, qui se joue les fâchés ou bien les fatigués, on l'égorgeait et son sang aussi, on mélangeait dans la farine. Ça faisait ressortir plus ou moins le niveau spirituel. Parce que ce n'est pas seulement que des simples murs, mais c'était aussi spirituel. Donc il y avait du mysticisme là-dedans qui faisait de telle sorte que quand l'ennemi venait là, tu ne peux pas franchir le seuil de ces murailles-là pour s'attaquer aux populations. Pour les fils de Sordi, les murailles qui s'étendent sur 40 hectares constituent un atout qui doit être valorisé et vulgarisé. Aujourd'hui, c'est une fierté pour la localité, c'est une fierté pour tous les enfants de la localité. Je vous dis que ces murailles ont un volet mystique qu'on ne pourra pas tout dire, mais même quand un enfant de Sordi a aujourd'hui des soucis en aventure et qui décide de revenir dans les sources et qui vient mettre la main sur ces murailles et qu'il fait des promesses, il s'en va, je suis sûr et certain, et les vieux nous ont rassuré que ces vœux vont vraiment s'accomplir. Les murailles se présentent sous forme de 3 ceintures. Bien qu'elles aient été impactées par le changement climatique, elles conservent leur valeur. C'est une localité attrayante. Nous invitons tous ceux qui souhaitent véritablement voir ce que c'est que l'identité culturelle du peuple Tchébara sénoufo, de bien venir dans cette belle localité de Sordi. Sordi est riche de son potentialité culturelle, donc qui veut le voir vient. Pour le directeur départemental du tourisme de la région du Tchologo, des initiatives sont en cours en vue de pérenniser ces acquis. Nos souhaits, c'est de faire connaître ces sites dans le patrimoine mondial. Faire connaître aussi nos murailles de Sordi, parce qu'ils regorgent assez d'histoire. Le souhait aujourd'hui des Sénoufo Tchébara, voir les murailles inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, afin de faire de Sordi un véritable lieu d'attraction. Un site que nous vous invitons à inscrire désormais dans votre guide de voyage. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h30.